Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Kaiserfoot, votre podcast balado-diffusion portant sur la Bundesliga et le football allemand. À mes côtés, je retrouve avec grand plaisir le Kaiser qui revient des compétitions de gymnastique où il a pu admirer son idole pour lequel il a écrit un livre. D'ailleurs, Simone Biles qui a dominé de la tête et des épaules, si on peut dire, toute la compétition, mais qui a suivi également, comme d'habitude, performance de la Mannschaft sous Nagelsmann et bien entendu la Bundesliga dont on va parler bien sûr amplement dans cette émission. Allô Frenda, comment ça va David? Allô Mathieu, salut à tous, ça va bien. J'étais, pour vous dire, je crois que j'en ai fait un tweet aussi, j'étais très en appétit, très alléché par ce que pouvait nous proposer cette équipe d'Allemagne, qui repart sur un nouveau projet à quelques mois de son euro en Allemagne. Donc c'était très intéressant, je sais qu'on va évidemment l'aborder. Et puis, il y a plein de choses à suivre parce que cette année, à l'heure où nous parlons, le Bayern n'est pas en tête de ce championnat d'Allemagne et donc ça bat un peu en brèche les critiques habituelles disant que la Bundesliga n'est plus un championnat, mais un cavalier seul du Bayern. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Ah, mais je l'ai dit, il se peut que le Bayern, malgré qu'il joue très bien, ne gagne pas le championnat. Ça peut arriver. Il a gagné alors qu'il ne l'avait pas forcément mérité l'an dernier. Et là, il peut le perdre en jouant bien. Ça peut arriver aussi. Tu vois, c'est ça les lois du foot. D'ailleurs, j'en profite pour souligner à nouveau que David travaille aussi à la promotion du livre pour lequel il a collaboré avec Nicolas Villas et un paquet d'autres auteurs. Le livre à l'ombre du Big Five. On aura l'occasion, j'espère, d'en reparler éventuellement de ce livre dont j'ai commencé la lecture et qui s'avère très intéressante parce que ça jette une lumière sur des pays d'Europe qui sont maintenant passés un peu dans l'ombre depuis toutes les réformes du foot et le fait que maintenant, on dirait que le pouvoir économique et surtout sportif et financier est rendu concentré dans les mains de quelques pays seulement. Et donc, cette lecture, ça va être très intéressant. Mais, tu l'as dit, il y a la Mannschaft qui aurait fait parler d'elle parce que c'était les premiers exploits. Non, je vais être sage. Disons les premières expériences de Julian Nagelsmann à la tête de la sélection. Alors, on ne l'a pas spécifié la dernière fois qu'on s'en est parlé, mais Nagelsmann a signé pour, à tout le moins, jusqu'à l'Euro. Après, on verra. Parce que Nagelsmann ne cache pas qu'il veut rediriger éventuellement un club. C'est pourquoi il s'est limité à, on va dire, un contrat d'1 an. Moi, ce qui m'a frappé, la première des choses, c'est que malgré qu'il savait que certains joueurs du Bayern avaient contribué à son licenciement à l'époque où il était entraîneur du Bayern, il n'a pas hésité à faire appel à certains d'entre eux au sein de la Mannschaft. Ça m'a étonné. Mais par contre, on s'attendait de lui à ce qu'il fasse de gros changements. Et ça, là-dessus, j'avoue que les changements qu'il a apportés, ça va être fort intéressant. En premier lieu, il a décidé d'y aller en mettant dans la même formation 2 meneurs de jeu et 2 jeunes, Jamal Musiala et Florian Wirtz. Et ça, j'avoue que non seulement c'était assez audacieux, mais plus encore quand il a aussi opté pour une formation tactique où il a décidé d'excentrer ses meneurs de jeu. Ça, c'est encore plus impressionnant. Et aussi, un match sur 2, certes, mais il n'a pas hésité à titulariser Füllkrug en attendant de trouver mieux à l'attaque. Ce qui a mené à un résultat positif contre les États-Unis, qui, cependant, n'avaient pas leur meilleur défenseur central dans la formation lors de ce match, Zimmerman, qui est un excellent défenseur. Parlez-en aux Anglais à la Coupe du Monde. Victoire de l'Allemagne 3-1, mais ensuite, match nul contre le Mexique 2-2. Ce qui rappelle des mauvais souvenirs. Hein? On se rappelle que le Mexique avait, entre autres, contribué à l'élimination de l'Allemagne en 2018. Fin de la parenthèse. Bref, il y a 2 choses que je constate, c'est que Nagelsmann ne s'est pas passé de certains vétérans, même si ces derniers ont contribué à son licenciement en club, comme quoi une sélection et un club, c'est différent, mais il n'a pas hésité à faire des innovations tactiques et surtout, considérant l'absence de Joshua Kimmich qui était blessé, on a vu quand même une équipe d'Allemagne capable d'être entreprenante à l'attaque, mais cela dit, une fois qu'on a vu ça, on a constaté le match nul, mais aussi le but concédé aux États-Unis, le match nul contre le Mexique, ben, c'est que la défense est encore une problématique en Allemagne qu'il va falloir résoudre et que aussi, probablement que sans Füllkrug, Nagelsmann va aussi devoir trouver une autre cible pour Florian Wirtz et Musiala comme meneur de jeu.
Alors, la première chose qu'on a constatée, Mathieu, c'est d'abord la fraîcheur, l'investissement personnel que Nagelsmann a apporté, ce sourire, la communication vers l'extérieur. Je suis sûr que ça ruisselle forcément, au moins à court terme, ça ruisselle sur les joueurs qui l'accompagnent, Oui. qu'il a C'est pris clair qu'il y a avec. eu un effet, les changements dans la formation qu'il a apporté. Il y avait une Oui, fraîcheur quand même qui était là, ça c'est clair. alors bon, il y a cette première impulsion qui était attendue mais qui n'est jamais évidente. On a des fois des changements de coach et ça fait flop tout de suite. On avait déjà cet espoir-là et il a été validé par ce qu'on a vu, par une attitude, une mentalité, une volonté qui était évidemment indispensable mais qui font quand même plaisir parce que on s'était enfermé peut-être à la suite de l'ère Joachim Löw et avec Hansi Flick, peut-être dans un ronronnement un peu sénatorial, quoi. Flick, moi j'aime beaucoup cet entraîneur, mais on lui reproche après coup, en creux, parce qu'en fait, on est content de ce que fait Nagelsmann que Flick ne faisait pas, par exemple, de vraiment s'impliquer sur les séances d'entraînement, de ne pas laisser les adjoints travailler dans une espèce de roue libre qui n'est plus possible aujourd'hui parce qu'on s'est aperçu que l'équipe d'Allemagne avait baissé en compétitivité par rapport aux grandes nations du moment. Donc ça, c'était la première impulsion. Après, le reste, bien d'accord avec ton analyse sur les changements que Nagelsmann apporte. On peut rentrer en détail sur l'un ou l'autre d'entre eux, et notamment effectivement ces deux jeunes ensemble. Mais avant ça, je pense qu'il faut mentionner sa volonté d'équilibre. Il a bien compris qu'il y avait un talent offensif qui était indéniable avec cette équipe et qu'il allait l'utiliser au maximum. Ça revient avec ce que je disais sur Musiala et Wirtz sur le terrain ensemble. Mais il a compris aussi, et on l'a vu notamment contre le Mexique, que défensivement, le chantier était encore colossal. C'est-à-dire on concédait beaucoup d'occasions, on prenait des contres. Et donc, il a estimé qu'il était important pour équilibrer l'ensemble, de ramener un peu d'expérience là-dedans, de ramener un peu ouais, de connaissance du foot en général, en rappelant un Mats Hummels et un Thomas Müller. C'est évident que ces deux-là sont là pour apporter de la sérénité, pour, euh, pour éviter que l'équipe ne perde la boussole, ce qui a quand même souvent été le cas avec le rajeunissement des dernières années. Euh, Kimmich, Goretzka ne sont pas Schweinsteiger ou Philippe Lahm dans leur attitude, dans leur mentalité. Emre Can ne suffisait pas à remplacer les grognards du passé. Et Nagelsmann s'est dit, j'ai besoin d'équilibrer mentalement cette équipe. Et donc, il a rappelé les anciens, sachant que ces anciens-là ne sont pas seulement des vieux sages, ce sont aussi, je pense à Mats Hummels, des joueurs capables d'apporter sur l'impact dans le jeu de tête, très intéressant, et sur le jeu offensif. Hummels nous a montré contre le Mexique, sur quelques phases, enfin, sur cette tournée nord-américaine, disons plus largement, sur quelques phases, que sur les balles longues, ça rappelle aussi ce que faisait Boateng par ailleurs. Sur les balles longues, c'est une arme offensive de plus. On accepte, Nagelsmann accepte, il le sait, qu'un Mats Hummels est lent dans le repli, que c'est pas un défenseur rapide, etc. Et c'est pourquoi sur l'un des deux matchs, il ne l'a pas titularisé parce qu'il a estimé que les attaquants adverses étaient rapides et que donc il fallait un Jonathan Tah, il fallait un Rudiger, il fallait des joueurs qui ont plus de vitesse. Bon, ça, c'est l'équilibre, un premier aspect. Et le deuxième aspect, effectivement, c'est ce courage offensif qui rejoint, à mon avis, cette fraîcheur de Nagelsmann. Et moi, je suis ravi qu'on voit Musiala et Wirtz ensemble. J'ai vu passer des tweets de gens qui s'interrogeaient en se disant, mais c'est le même profil et ils vont se marcher sur les pieds. Absolument pas. Pour une raison très simple, c'est que ce sont deux joueurs intelligents et que donc ils peuvent combiner, ils peuvent s'harmoniser sur le milieu de terrain offensif, dans l'axe ou sur les côtés. Et je Euh, suis pas sûr que ce soit exactement les mêmes en profils quand ils plus, en regardent jouer. plus. Non, mais voilà, en plus. Donc, beaucoup de positifs. Et quand on écoute un petit peu les confrères, les éditorialistes, les gens qui font des podcasts en Allemagne, les plus écoutés, ça a quand même redonné un vrai espoir de revivre ce qui avait été la belle aventure de 2006, une Coupe du Monde en Allemagne, donc il y a une quinzaine d'années, c'est-à-dire de faire un bon tournoi avec une équipe qui a retrouvé son public parce qu'elle propose un jeu
offensif, avec une prise de risque, avec du jeu vertical, ce qui avait été un peu perdu quand même ces derniers temps, où on était beaucoup sur du jeu de position, de possession. Ça, Nagelsmann l'a changé, tout le monde l'aura constaté. Euh, et donc, ce sont des choses positives. Et puis, la victoire amène la victoire. Victoire contre l'équipe de France avec Rudi Völler en intérim, c'était pas trop mal. Il y avait un rebond. Victoire contre les États-Unis convaincante. Match nul contre le Mexique avec une capacité de réaction et un jeu, la production d'un jeu offensif intéressant, varié, dynamique. On va garder la tête froide, ils le savent, il y a beaucoup de choses à améliorer ensemble. On n'a pas forcément les top joueurs à tous les postes, mais Nagelsmann s'est ouvert quand même de belles perspectives. Et puis, j'en finirai si tu veux par là, Mathieu, ce contrat court qu'il a, parce qu'on imagine qu'un entraîneur de 36-37 ans veut retrouver un club assez vite. Ce contrat court qu'il a pour faire une bonne mission jusqu'à l'Euro, ça peut être aussi quelque chose sans arrière-pensée. C'est-à-dire que lui va se dire, je donne le maximum, on fait quelque chose de bien à court terme avec ce groupe, cette équipe dont je dispose, et ensuite on part sur autre chose. Parce qu'évidemment, Euro en Allemagne, on est obligé de bien figurer. Et j'en reviens donc pour terminer à ce que je disais à l'instant, les éditorialistes commencent à imaginer qu'une demi-finale serait un objectif raisonnable et qu'ensuite, on a le droit de rêver à mieux. Mais une demi-finale, déjà, ça rappellerait justement ce bel épisode de 2006 et la Mannschaft retrouverait sans doute, un public plus favorable à ses performances puisque ce public l'a boudé les derniers temps et que l'équipe s'était complètement coupée de ses supporters. Ouais, sans vouloir être trop, comment dire, présomptueux, si l'Allemagne se rendait, par exemple, en quart de finale au prochain Euro, ce ne serait pas déshonorant non plus parce que ce serait déjà mieux que leur précédente performance. Tu as parlé d'objectifs raisonnables. Si on s'en tient là, cette équipe-là ne peut pas faire pire que ce qu'elle a montré. Mais en Ben, même c'est temps, sûr. c'est bien d'avoir des objectifs réalistes également. Et pas penser que les résultats récents, surtout contre la France, c'est un match amical, de croire que là, ça y est, on redevient la Grande Allemagne, on va aller chercher le titre. On a vu d'ailleurs hein, avec l'Italie ce qui s'est passé. L'Italie gagne l'Euro 2021, qui était un tournoi qui se disputait selon certaines circonstances particulières. Mais on voit que la crise qui entoure la sélection italienne, elle ne s'est pas résorbée pour autant. Donc, il ne faut pas non plus s'illusionner à penser que l'Allemagne va redevenir cette sélection gagnante tout de suite. On a parlé de chantiers qui restent à régler. Elles ne seront pas réglées du jour au lendemain, ce qui m'amène d'ailleurs à ma question suivante. Parce que ce qui a marqué aussi cette période de pause internationale, c'est la déclaration de Rudi Völler, le président de la fédération, qui, en parlant de Matistel, qui a été appelé pour la première fois avec l'équipe de France, mais celle des Bleuets, dirigée par Thierry Henry, l'équipe qui devrait jouer aux Olympiques en passant, les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et là, Rudi Völler, parce que Matistel joue avec le Bayern de Munich et connaît toute une saison comme substitut, puisqu'il marque pratiquement à chaque fois qu'il entre en jeu. Et là, il a bien fait avec la France. Là, Rudi Völler a comme laissé évoquer la possibilité de naturaliser Matistel. Et en quelque part, en disant ça, c'est comme s'il avouait, plus qu'à demi-mot, qu'il y a un manque au poste de numéro 9 d'attaquant depuis Miroslav Klose, depuis Luka Podolski. C'est... Comment tu vois ce genre de déclaration? Parce que, honnêtement, les chances que Matistel soit naturalisé allemand sont quasi nulles, en fait. Mais quand tu dis ça, c'est comme tu soulignes à demi-mot une forme de crise au niveau de la formation en Allemagne pour expliquer qu'il n'y a pas juste des manques au poste d'attaquant. Là. Il y a eu aussi des problèmes au niveau de la défense. Il y a des profils ou Les latéraux en particulier. des latéraux, mais les défenseurs centraux, je pense qu'il y a aussi des profils, des types de profils qui manquent un petit peu. Je ne suis pas certain que les profils qu'on a en ce moment en Allemagne sont adaptés même à jouer le style, par exemple, haut qu'avait Hansi Flick ou ce que Nagelsmann veut mettre en place. Il faut des défenseurs, selon moi, qui soient beaucoup plus formés à jouer haut pour bien défendre justement contre les comptes dont tu parlais tout à l'heure. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, même si c'est une affaire collective. Et je crois toujours qu'un milieu qui aurait cette capacité à mieux récupérer les ballons, même si on les récupère plus haut, mais si on ne les récupère pas plus haut, qui peut aider à les récupérer un petit peu plus bas? Quelqu'un qui a ce profil-là, rajouté avec le fait qu'il peut construire avec le ballon, parce que maintenant, on recherche la polyvalence, hein, on ne se le cachera pas. Moi, je pense que ça aiderait aussi, mais tu as raison pour les latéraux. Les latéraux sont parfois un peu trop offensifs.
Ils ne sont pas assez complets. Philippe Lahm était très complet. Tu soulignais l'exemple. Mais en quelque part, ma question, c'est est-ce que Rudy Voller ne vient pas d'admettre justement ce dont on avait remarqué depuis plusieurs mois, voire quelques années, qu'il y a des manques au sein de la formation en Allemagne, au point où il y a des postes qui ne sont pas pourvus. Et ça explique en partie pourquoi l'Allemagne a des échecs depuis plusieurs années dans les compétitions internationales. Oui, je pense que une manière de décoder le message est aussi de dire que le poids de l'histoire est tellement lourd parce qu'on a des solutions, j'allais dire de repli, c'est pas de repli, mais on a des solutions. On peut imaginer que Müller tienne ce rôle sur un tournoi, je veux dire d'attaquant axial le plus avancé. On peut imaginer que Havertz le tienne aussi, mais ce sont des solutions, on va dire des pis-aller, en étant un peu sévère. Et je dis le poids de l'histoire est très lourd parce qu'en fait, en Allemagne, on le voit bien, si vous mettez un avant-centre, même moyen bon, il y a Behrens qui a frappé à la porte, qui est dans le collectif, par exemple, qui est un joueur de deuxième division, si on est dur. Füllkrug aussi, c'est pareil, c'est le même genre de profil. Ce sont des joueurs de deuxième division, des bons attaquants de deuxième division. On pourrait mettre Terreau 2 aussi, si on voulait, même si maintenant il a pris de l'âge. Mais simplement, l'Allemagne est soulagée quand elle aligne un joueur de ce niveau moyen, parce que ça lui donne des solutions énormes. Le Roi Sané peut tourner autour, Havertz pourrait jouer derrière, Müller évidemment aussi, Musiala et Wirtz qui sont des passeurs hors normes, ça leur donne des solutions aussi. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir Gerd Müller ou d'avoir Harry Kane ou d'avoir Erling Haaland. Mais ça aide un petit peu d'avoir un bon buteur quand même à l'avant. Ce que je veux dire, c'est que le simple fait d'aligner un avant-centre qui sait marquer une quinzaine de buts par saison, c'est presque suffisant. Parce qu'autour, il y a un talent tel que ça quand même, ça pèse sur la défense adverse. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est vu encore avec Füllkrug là sur cette tournée, puisqu'il a marqué. Il a été un passeur décisif aussi, pas maladroit du tout dans le deuxième match. Mais ça reste à court terme, c'est ça que je dis. Et s'il voilà, se blesse, c'est quoi le plan B? Ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. C'est pour ça que, pour l'instant, il s'agit de faire un bel Euro. Ça va être l'objectif évident pour retrouver un intérêt vis-à-vis du public, pour retrouver aussi la crainte quand l'équipe adverse affronte l'Allemagne. Mais évidemment que dans un deuxième temps, il faut approfondir sur ces questions-là. C'est certain. La formation est remise en question depuis longtemps dans la presse influente spécialisée. Quand je dis longtemps, c'est maintenant plusieurs années. Et l'Allemagne sait qu'elle doit travailler en profondeur sur ses cadres, sur ses entraîneurs, sur sa méthode, sans doute aussi. Peut-être qu'il va falloir refaire, en guillemets, excuse l'appellation, il va peut-être falloir refaire des états généraux comme on a fait au début des années 2000 pour préparer la Coupe du Monde 2006. Et là, on a eu cette génération qui a gagné en 2014. Après, on va attendre de voir un peu les états de forme pendant l'automne, pendant l'hiver. On va en parler, on va dire un mot bien sûr du championnat derrière, plusieurs mots même. Manuel Neuer est prévu pour revenir là dans les buts du Bayern. Il est plus proche de la fin que du début quand même. Voilà, on l'a vu à la Coupe du Monde là, quand même. Ça c'est vrai, mais sa fameuse gaffe, là, on ne l'oubliera pas de sitôt. Ça c'est vrai, mais Ter Stegen, c'est un point de vue très personnel, n'a absolument pas l'envergure de son illustre prédécesseur. On l'a vu là sur les derniers matchs. Regardez les premières minutes. Mais je ne le blâmerai pas comme tel sur le. Regardez les premières minutes du match contre le Mexique. Il n'a absolument pas la qualité au pied de Neuer. Le problème, c'est que quand on compare avec le meilleur Neuer, tout le monde est moins bon. Donc c'est forcément difficile. Oui. Mais ça reste du court terme. À un moment donné, Neuer ne sera plus là. Il faut prévoir en quelque part. Bien sûr. Il y a des équipes nationales qui ont des gardiens qui sont peut-être pas nécessairement les meilleurs au pied, mais qui ont fait de meilleures performances que l'Allemagne aussi. Oui, c'est sûr. Toute proportion gardée. Et Ter Stegen, c'est pas non plus un feu de paille. Non, mais c'est pour ça que je disais que l'idée, c'est aussi de retrouver une dynamique collective, indépendamment du niveau général, même si il faut pas être trop dur non plus. C'est une équipe qui a quand même une bonne qualité globalement. D'accord pour dire qu'un Raum, qu'un Gosens sont des arrières latéraux trop offensifs, que Niklas Süle est trop lent pour être latéral droit, que au milieu de terrain, on n'a pas trouvé encore non plus l'équilibre ultime. Est-ce que ce sera Kimmich? Est-ce que ce sera Goretzka? Est-ce que ce sera d'autres joueurs? Voilà.
Et donc, il va y avoir du travail encore pour Nagelsmann. Je suis sûr qu'il a l'énergie, la motivation pour trouver la meilleure formule pour dans 9 mois. Mais aujourd'hui, tout à fait d'accord avec toi, Mathieu, le chantier reste quand même important encore. Mais Oui, l'avantage, c'est parce que que l'Allemagne est qualifiée. ben oui, ben, c'est facile à dire quand tu es qualifié. Bon, au moins, tu peux te concentrer à travailler justement sur les points dont je faisais mention. C'est la formation. Il faut prévoir déjà la suite. C'est un travail à long terme. Et quand tu sens qu'il y a des manques à gagner dans plusieurs postes, ça pose question. Donc, il y aurait un travail à faire peut-être au niveau justement de la formation nationale et peut-être revoir aussi comment les clubs travaillent à insérer ces jeunes-là au niveau professionnel. Parce que quand c'est rendu qu'on blâme un Pep Guardiola ou des équipes parce qu'ils font venir des étrangers, je sais pas, là, j'en prends et j'en laisse. Moi, c'est l'encadrement en général que je regarde. Parce qu'on ne peut pas chercher l'excuse de dire ben, on fait venir plus d'étrangers, ça ouvre moins de portes aux jeunes. On sait très bien que les joueurs allemands sont ceux qui ne s'exportent pas énormément dans d'autres championnats aussi. Il y a peut-être aussi quelque chose à regarder de ce côté-là. Mais bon, je m'avance, il y a plusieurs points à regarder. Mais ce que tu soulignes et ce que tu as soulevé est très intéressant. Mais cette déclaration-là de Rudy Voller, ça m'a fait sourire parce que lui-même était un ancien attaquant de grande envergure. Hein? Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. C'était une période où les Allemands en attaque, là, à la pointe de l'attaque, là, c'était quand même un autre niveau que Füllkrug, Terod Oui. ou en tout cas tous les noms que tu soulignes. Mais ce qui est drôle, c'est que là, on va aborder la Bundesliga et on va y revenir à l'attaque. C'est un des sujets là, un petit peu plus loin. Ben justement, parlant de Bundesliga, dans l'introduction, ça t'a fait sourire de savoir que le Bayern n'est pas premier au classement, malgré un fort début de saison. L'équipe en tête, c'est le Bayern Leverkusen, qui n'a toujours pas perdu, et qui, sous Xabi Alonso, connaît effectivement là, peut-être un de ses meilleurs départs depuis très longtemps. Moi, j'avoue que ça me plaît, parce que c'est une organisation dont je connais un peu l'histoire, hein, surtout avec cette finale de Ligue des Champions contre Zidane et le Real Madrid en 2002. Et là, il y a toutes sortes de rumeurs qui tournent autour de Xabi Alonso. Ce dernier se montrait intéressé à diriger éventuellement le Real Madrid. Déjà, il s'avance, selon ce que certains diraient. Mais si on regarde au moment présent, le Bayer Leverkusen, sa réussite, comment on explique cet excellent début de saison et comment, là, je comprends que Florian Wirtz est en santé, ça ne nuit pas. Mais il y a certainement une recette collective. Il y a une patte que Xabi Alonso a mis dans cette équipe qui explique le succès. Et là, c'est le temps justement de répondre à une question en mettant en lumière des aspects tactiques, des choix dans l'animation. C'est quoi, en fait, les ingrédients de la recette de Xabi Alonso qui explique l'excellent début de saison du Bayer Leverkusen et aussi le plaisir que les joueurs ressentent à jouer sous ses ordres? Ben, on a déjà expliqué le fait qu'il était entraîneur quand il était joueur. C'est-à-dire que C'est vrai. C'est non, mais un je veux des dire, grands joueurs qui était très, très intelligent. c'est le genre de joueur, effectivement, qui équilibre à lui tout seul le 11. Et comme entraîneur, il a forcément ça. Alors, il y a un aspect qu'on va évacuer vite parce que c'est quand même assez évident pour tout le monde et on l'a déjà dit aussi, c'est que le côté meneur d'homme est forcément primordial puisque quand vous entrez dans le vestiaire avec ce joueur-là, je dis ce joueur parce qu'il l'a été. Non, mais cet entraîneur-là, comme patron, comme coach, Puis, on parle de ben vous l'aura. écoutez, vous écoutez ce que le gars va vous dire parce qu'il a gagné des Ligues des Champions, parce qu'il a régné sur le milieu de terrain du Real Oui, et et il a d'autres. réussi, c'est exceptionnel, il a réussi dans au moins trois ligues différentes, pour trois équipes différentes. On n'a Absolument. jamais eu l'impression, ce qui est plutôt rare, que ça a été plus difficile à un endroit plus qu'à un autre, par exemple. Non, il est allé au Plus Real Madrid, à Liverpool. En fait, Bayern, il est allé aussi en Allemagne, donc il a réussi partout où il est passé. plus l'équipe nationale. Alors, au-delà de ça, je pense qu'il a été bon. Il faudra voir sur du plus long terme s'il restait encore peut-être, que sais-je, une saison ou deux au Bayer Leverkusen. Il faudrait voir si ça se vérifie, ou alors si c'était une part de chance. Mais ça a été brillant sur le recrutement aussi. Ça va me permettre de venir sur mon dernier point sur le Bayer Leverkusen derrière, c'est-à-dire le recrutement. Granit Xhaka, c'est une réussite au milieu de terrain, le Suisse. Boniface, venu de Belgique, c'est l'une des deux révélations de la Qu'on saison compare avec. déjà à Osimhen comme Nigérian à la pointe de l'attaque maintenant. Mais qui est un bon Euh, passeur aussi, c'est un attaquant qui passe le ballon.
Oui, 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 oui. Une réussite, une des révélations avec Guirassy, bien sûr, de Stuttgart cette saison. On va parler de Euh, lui plus tard. non, mais donc le recrutement a été bon et ce scouting est efficace. Alors ça, c'est quand même un point qu'il faut avoir à l'esprit parce que Xabi Alonso a amélioré l'effectif qu'il y avait avant. Il est plus équilibré. Et puis le dernier point, c'est justement un axe très fort. Didier Deschamps explique toujours, le coach de l'équipe de France, le sélectionneur explique toujours que si vous avez un attaquant efficace, un avant-centre, et un gardien brillant, vous avez fait une bonne partie du chemin. À Leverkusen, on a cette colonne vertébrale-là. On a cet attaquant qui écrase tout, un phénomène Boniface. C'est très puissant, c'est très fort. Derrière lui, il y a Wirtz, évidemment, qui met une huile d'une limpidité hallucinante dans le rouage, dans l'accélération du jeu, dans la variété, dans la précision. Il est génial, ce jeune. Derrière lui, Granit Xhaka, qui est le patron du milieu de terrain. J'étais à Marseille quand il y a eu le match amical où Leverkusen était allé gagner 2-1 contre l'Olympique de Marseille. Et l'un des dirigeants de l'OM que j'ai vu ce soir-là, à la mi-temps, m'a dit Xhaka, il règne sur le milieu de terrain, c'est lui le patron. Et effectivement, on l'a vu match semaine après semaine. Peut-être que c'est un championnat à sa mesure aussi. Et puis il a un tel vécu aussi en Angleterre que ça doit aider. Et puis derrière, c'est bon aussi. Avec le gardien qui est très expérimenté, avec une défense intéressante où Jonathan Tah a trouvé maintenant son meilleur niveau. On l'a vu avec l'équipe nationale allemande. Il a acquis une confiance bien au-dessus de ce qu'il avait précédemment. Les hésitations de Jonathan Tah, on a l'impression que c'est du passé. Cette équipe de Leverkusen est en grande confiance. Il va être difficile de la battre. On peut faire des matchs nuls. On l'a vu, ils ont fait un ou deux matchs nuls déjà, mais c'était contre des grosses écuries. Ils sont meilleurs ou au moins égaux à Leipzig. Ils sont au moins égaux aujourd'hui avec le Bayern. La seule petite retenue qu'on pourrait avoir sur cet enthousiasme, c'est celle qu'a exprimé l'entraîneur lui-même, Xabi Alonso, en disant attention, attention, il y a 34 journées, on en a disputé 7. Euh, on va laisser venir, mais c'est extrêmement prometteur. Et de mon point de vue, c'est l'équipe la plus menaçante pour le Bayern pour le titre en fin de saison. Et moi, je rajouterais, parce que j'ai constaté, moi, un élément tactique dans l'approche de Xabi Alonso, et je vais utiliser bizarrement un terme de hockey sur glace, même si ça n'a pas la même signification. Euh, Xabi Alonso attaque à 5 et défend à 5. Je m'explique. En fait, c'est une façon de parler. Il utilise ses pistons, c'est-à-dire Frimpong à droite et Grimaldo à gauche, pour venir supporter l'attaque à deux meneurs de jeu, parce qu'il est le seul, je pense, en Bundesliga à jouer avec deux meneurs de jeu. Si on écarte ce qu'on disait sur Nagelsmann tantôt avec l'équipe nationale, avec Florian Wirtz et Jonas Hoffmann, l'acquisition de Mönchengladbach, qui joue Super. derrière Boniface, mais il demande à ses pistons de contribuer à l'attaque. Donc, on a toujours 5 joueurs qui s'en viennent attaquer le front défensif adverse. Mais on défend aussi à 5, et c'est là que comme tu l'as mentionné, que Granit Xhaka est important parce que une de ses grandes qualités, c'est les passes qui cassent les lignes. Donc, dans la défense à 5 qui est derrière pour éviter les contres adverses, ce qui est d'ailleurs très solide et ce qui permet aussi même à un Radetski comme gardien de ressortir au besoin dans le dernier droit, c'est que collectivement, donc, Xabi Alonso se compromet de façon pragmatique dans sa façon de concevoir aussi bien l'attaque que la défense et d'avoir un profil comme Xhaka pour justement cette transmission entre le bloc défensif à 5 C'est très et juste. le bloc d'attaque à 5, Ouais. ça rajoute une dimension incroyable. Et en plus, il y a aussi des joueurs sur le banc comme Palacios qui amènent aussi une dimension à cette équipe-là. Et Grimaldo en plus sur coup franc. Mais il est merveilleux, ce joueur. On parle d'un Espagnol ici dont j'avais très peu entendu parler, mais franchement, ce qu'il a accompli jusqu'ici sur les phases arrêtées, ce qui prouve que Xabi Alonso ne néglige aucun aspect du jeu. Parce que si les phases arrêtées sont importantes, aussi bien que l'animation, ça veut dire que pour cet entraîneur-là, tous les aspects du jeu comptent. Et ce genre d'approche-là, que je viens de souligner au plan tactique, ça exprime très bien, selon moi, la personnalité qu'on évoquait au départ avec Xabi Alonso, parce qu'il joue au poste de milieu de terrain et il était aussi bien récupérateur que quelqu'un pour animer l'offensive. Il a joué dans les deux aspects du jeu et il a excellé dans ces deux aspects-là.
Donc, pour lui, c'est aussi important de bien défendre que de bien attaquer. Et ce genre d'équilibre-là qu'il a trouvé avec l'équipe, je trouve que ça fonctionne très bien. Et il a montré aussi en Ligue Europa qu'il y a des joueurs sur le banc qui peuvent livrer la marchandise aussi. Ça, c'est quand même pas inintéressant parce que tu as besoin de joueurs de banc à un moment donné si tu veux être compétitif pendant toute une saison. Et je suis d'accord avec toi. J'ai comme l'impression que c'est l'équipe qui va rivaliser avec le Bayern pour le titre, même si je pense qu'éventuellement, le RB Leipzig va se rajouter à l'équation. Marco Rose fait de l'excellent travail là-bas. Et ça, c'est pas à dédaigner. Mais là, on va en parler un peu du Bayern. Je sais qu'on a parlé de Matistel tantôt, mais je veux qu'on parle un peu de Leroy Sané. Alors, j'ai décrié ce joueur, mais je pense avec raison quand on regardait ses performances d'année en année. Là, je ne veux pas m'emballer, mais il connaît tout un début de saison avec le Bayern, avec Thomas Tuchel. Est-ce qu'enfin, il a trouvé une façon de franchir le cap tant attendu qu'on espérait de lui? Est-ce qu'enfin, ça va débloquer? Ou si, là, au retour, parce que c'est souvent après 6-7 matchs que ça finissait par tomber, est-ce que tu penses que ça va se poursuivre? Ou si ça va s'écrouler encore? Moi, c'est ça ma curiosité. Mais jusqu'à date, ce qu'il a montré dans le jeu, j'ai senti une progression dans la façon qu'il s'impliquait dans le jeu davantage, sa façon d'être plus au cœur du jeu et sa prise de décision qui est quand même nettement meilleure que lors des années passées. Et donc, je te pose quand même la question, est-ce que tu penses que ça va se poursuivre? Moi, je vois des signes qu'il a peut-être enfin débloqué, là, mais est-ce que tu penses que enfin, le talent de ce joueur-là, on va enfin le voir, là, on va enfin le voir s'exprimer à sa juste mesure? Alors, la limite à notre réponse, c'est celle que formulent les éditorialistes toutes les semaines, tout en lui tressant des louanges, c'est de dire il est le seul à avoir la réponse. C'est son mental à lui qui décidera. Mais Tourelle, c'est l'une des grandes réussites de Tourelle pour l'instant. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, Leroy Sané est au top de sa forme. C'est une grande réussite de Tourelle. Je ne parle pas sur le plan physique, parce que ça, c'est un aspect important, mais ce qui compte avec Sané, c'est quand même beaucoup le psychologique. Euh, Tourelle est comparé aujourd'hui, je crois que c'est chez les amis du kicker, il me semble, est comparé dans ses méthodes à Louis van Gaal, qui, rappelle-t-on au kicker, Louis van Gaal, Je le ne m'attendais néerlandais. pas à cette comparaison. Non, mais parce que il faisait pleurer certains joueurs tellement les entraînements étaient durs, n'est-ce pas? Ah, ça, c'est vrai que les entraînements de Thomas Tuchel étaient durs. J'ai toujours dit d'ailleurs qu'il avait cette espèce de tête de colonel allemand dans les vieux films de guerre. Il y avait un peu je, cette tête-là. je pense C'était la que blague, hein? C'était pas par méchanceté que je disais ça. non, non, bien sûr. Non, mais je pense que Sané enfin, Tourelle a pris Sané sous son aile. Ça fonctionne très très bien. La limite qu'on a, c'est ce que je dis, c'est-à-dire on n'est pas dans la tête du joueur et on sait très bien aussi, on l'a vu avec Gnabry, on l'a vu avec d'autres, c'est compliqué de faire une saison pleine du mois d'août au mois de mai, voire davantage, puisque là, on va avoir l'Euro derrière en plus. Mais aujourd'hui, et ça dure depuis un petit moment, depuis l'été, aujourd'hui, le Roi Sané est au top, et au top qu'on ne lui imaginait pas, c'est-à-dire qu'il fait des efforts défensifs très utiles. Si vous avez regardé en détail le match de l'équipe nationale contre le Mexique, il y a un retour défensif de Leroy Sané dans sa surface, où il a fait un gros effort, où il est décisif comme défenseur. Il supplée les défenseurs qui étaient un peu aux fraises. Et ça, c'est un Leroy Sané, c'est un Leroy Sané 2023. Et on peut espérer que ce soit maintenant intégré et qu'il poursuive avec cette panoplie-là. Et dans ce cas-là, il sera très difficile à déloger. Je rappelle que Gnabry est blessé au bras, que Gnabry reviendra un jour ou l'autre, que ça fera une nouvelle concurrence aussi en équipe nationale comme au Bayern. Mais aujourd'hui, le Roi Sané est bien installé avec un Moussiala au Bayern, avec un Wirtz en plus en équipe nationale. C'est un joueur dont on ne peut pas se séparer. Je terminerai en disant que si vous regardez bien, je suis sûr que la culture Bayern y est aussi pour quelque chose parce qu'il y a des attitudes. Je suis sur le côté droit, je reviens vers la surface, pied gauche, je suis une menace de frappe à tout moment, des attitudes qui rappellent Arjen Robben. Ça nous fait plaisir quand on a vécu les grandes épopées bavaroises des années 2000-2010. Il y a des moments où, toute proportion gardée, parce que Robben est unique et le Roi Sané a son style à lui, mais ce côté gaucher très rapide,
qui peut déclencher la frappe, une frappe puissante, une frappe dangereuse et tendue à n'importe quel moment, ça rappelle quand même Robben et c'est pas désagréable. En tout cas, on va espérer que ça continue dans son cas, mais comme tu dis, c'est dans la tête que ça va se vérifier et que ça va se valider dans le cas de Leroy Sané. Il y a une équipe qui est dans le groupe de tête auquel on ne s'attendait pas. C'est Stuttgart. Et là, on peut dire que Sébastien Honos fait un travail colossal parce que, rappelons-nous, l'année dernière, Stuttgart est à la porte d'être relégué. On s'en tire lors des matchs de barrage. Et clairement, cette année, on affiche l'ambition de ne pas avoir à revivre cette situation. Mais cela dit, de voir Stuttgart dans le groupe de tête, ça, c'était assez inattendu. Et l'une des explications, c'est les exploits du serial buteur guinéen Serhou Guirassy, qui domine le classement des buteurs à 5 longueurs d'avance sur Harry Kane. Qui s'attendait à ça? 2 triplés cette saison. Serhou Guirassy est rendu déjà à 13 buts. Dire que toi et moi, David, on se posait la question à savoir qui allait dominer en attaque la Bundesliga avec le départ de Robert Lewandowski et d'Erling Braut Haaland. Je pense qu'on a un début de réponse ici. Mais honnêtement, est-ce qu'il y a que Serhou Guirassy qui explique seulement cette réussite de Stuttgart? Parce que vraiment, là, ce que Guirassy, tout ce qu'il touche, les décisions qu'il prend, c'est pas des buts dus au hasard. C'est des buts de buteur. Il prend des décisions qui vraiment là, mouchent les gardiens et les défenseurs adverses par moment. C'est incroyable comment ce joueur-là, tout ce qu'il touche se transforme en or, mais j'ai quand même le goût de dire ça ne peut pas être que lui qui explique les succès de Stuttgart en ce début de saison et qui explique qu'on retrouve cette équipe-là contre toute attente dans le top 4. Eh ben si. C'est Serhou Guirassy. Mais oui, parce que justement, Mais ça prend des joueurs pour lui remettre les ballons aussi quand même. la semaine dernière, il y avait cette émission de débrief du commentateur le plus en vue du football à la télévision en Allemagne, qui est Wolf Fuss. Il fait un petit débrief le lundi, très sympa, dans un studio des confrères de Sky. Et évidemment, ils se sont posé la question, Stuttgart, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette révélation? Et il dit, mais c'est Guirassy. Juste une seconde, il faudrait leur rappeler que Stuttgart a gagné le championnat de la Bundesliga il y a une quinzaine d'années quand même. Ouais, c'est vrai. Non, mais simplement, tu as totalement raison, Mathieu. Il faut l'admettre. Il faut ne pas faire il faut pas vouloir être supérieur sous prétexte. Je veux dire, pour les gens qui regardent de France, en se disant, mais il était un attaquant moyen et en Bundesliga, il est très fort parce que c'est un faible championnat défensivement. C'est pas vrai. Serhou Guirassy aujourd'hui, tu l'as dit, il a montré sur ses derniers buts une panoplie offensive, des capacités à faire des choix dans des petits espaces, sur des moments très rapides, des actions incroyables. Enfin, c'est incroyable. Et d'ailleurs, ils se sont amusés dans cette émission à faire le calcul. S'il continue sur sa moyenne actuelle, il en serait à 68 buts en fin de saison. Non, mais c'est très drôle. Et moi, je souhaite que ça continue parce qu'on a besoin de révélation, on a besoin de fraîcheur, on a besoin de joueurs qui cassent la baraque, ça fait réfléchir les adversaires, y a une remise en question aussi des équipes adverses. Je suis très content pour Sébastien Hones qui était parti un peu tristement de Hoffenheim, m'a-t-il semblé, alors qu'il y avait fait du très bon travail. J'aime beaucoup cet entraîneur qui a du courage, qui a des idées. Et là, à Stuttgart, voilà, alors après, si on demande aux amateurs de la Bundesliga où finira Stuttgart en fin de saison, personne ne vous dira qu'ils termineront à coup sûr dans les 4 premiers. Mais c'est la révélation du moment. Et Guirassy, on ne peut que lui souhaiter, Mathieu, de continuer sur ce rythme. Il y a eu un match, je crois, où il n'a pas marqué. Et le match suivant, en championnat, il en met 3. Donc, c'est vraiment c'est ces périodes où tout fonctionne. J'insiste, il l'a montré ces dernières semaines que c'est un attaquant de très haut niveau qui mérite plus de considération sur le plan international. Il s'est révélé avec cette équipe, mais c'est la boutade de dire que Stuttgart, ça n'est que lui, parce qu'évidemment, il profite aussi des joueurs autour. Mais oui, c'est l'équipe fraîcheur du moment et j'espère que ça va durer. Oui, puis la part de Sébastien Honos, je pense qu'il y a en partie pour quelque chose. Je suis persuadé que, connaissant son ambition et le fait qu'effectivement, à Hoffenheim, on l'avait tassé un peu vite, même si cette année, Hoffenheim, mais on en reparlera peut-être dans une future émission si jamais ça se poursuit, parce qu'Hoffenheim aussi a un bon début de saison en ce moment.
Et avec un Kramaric qui a été reconfiguré en milieu de terrain plutôt qu'attaquant, ce qui est quand même assez intéressant à noter ici. Mais tu vois, on a parlé de Boniface, qui a quand même son lot de but. Là, on a Guirassy, qui est à 5 longueurs d'avance sur Harry Kane, qui s'attendait certainement pas à ce que quelqu'un le devance de la sorte. Peut-être qu'on lui avait promis que tu vas survoler la Bundesliga en tête débuteur. Mais finalement, non, il est deuxième, loin derrière pour l'instant. Façon de parler. Et en plus, lui, Harry Kane tire les pénaltys. Je n'ai pas encore vu Guirassy les tirer. Alors, ça, c'est un autre point qu'il faut souligner ici. Mais, en tout cas, je suis content de voir que Stuttgart revient un peu à l'avant-plan à travers ça. C'est une équipe qui, après avoir remporté son titre, a connu sa période de misère un petit peu. Comme d'autres clubs à qui c'est déjà arrivé, même en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays. On pourrait penser au RC Lens, par exemple. Ça, c'est un exemple que j'évoque comme ça. Au Werder, si tu veux aussi, par exemple. Aussi, le Werder Brême, c'est le plus bel exemple. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que si je ne me trompe pas, on a un Guinéen au Werder Brême qui espère se relancer, je crois. Je pense que c'est Naby Keita. Ça prouve qu'il a descendu beaucoup dans la hiérarchie, même si c'est juste un milieu de terrain. Et ça m'amène à penser que la Guinée va devoir compter sur un Guirassy en santé pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et là, heureusement qu'il y a le long congé en Allemagne, donc probablement que Stuttgart ne va pas avoir à souffrir trop de l'absence de Guirassy, dépendamment jusqu'où va se rendre la Guinée pendant la compétition au mois de janvier. Mais ce que je veux dire, c'est que le long congé hivernal en Allemagne va faire que quand Guirassy va revenir, il n'y aura pas manqué trop de matchs. Oui, mais attention, il va y avoir des offres alléchantes dès cet hiver. Alors attention. Ah, ben là, on pourra toujours en parler l'année prochaine. Mais est-ce que Stuttgart va être prompt à le laisser partir si vite? Parce qu'il peut avoir une autre moitié de saison pour que sa valeur augmente encore aussi. C'est clair, c'est vrai. Ça, mais c'est vrai qu'on sait qu'il y a certains clubs riches qui ont des appétits, mais bon, on verra. Moi, j'aimerais qu'il reste toute la saison à Stuttgart, juste pour nous exciter l'œil ou les yeux. On va parler maintenant de quelque chose d'un peu plus négatif, mais je ne sais pas si je dois le souligner juste sous cet état de fait-là. C'est l'Union Berlin. Ça fait plus d'un mois que cette équipe-là n'a pas gagné un seul match. C'est la première fois que Fischer affronte une telle crise au sein de son équipe. Pourtant, quand je regarde jouer l'Union Berlin, on n'a pas l'impression que les joueurs se rebellent contre l'entraîneur ou sont contre son système de jeu. Au contraire, ils y mettent l'effort. Ils y mettent l'effort, ils se battent à tous les matchs. Ils affichent un engagement et une volonté. Mais en même temps, on a l'impression, et là je reprends les paroles de Kevin Volland dans l'entrevue, on a l'impression qu'il y a une malédiction qui frappe un peu cette équipe. En Ligue des Champions, on a 2 défaites, mais c'est sur le fil à chaque fois. C'est-à-dire dans les arrêts de jeu à la toute fin, alors qu'on s'est bien battu. En Allemagne, on perd sur des petits détails. Ça peut être des pénaltys qu'on accorde à la suite d'une faute, ou ça peut être un coup franc mal négocié, ou un but. Parfois, ça arrive, je l'ai vu, l'adversaire marque un but chanceux. Alors que du côté de l'Union Berlin, quand on a une chance, le ballon passe parfois juste à côté du but. Tu parlais de Behrens tantôt, je pense qu'à 2 reprises, il rate 2 buts à ça du cadre, comme si l'Union Berlin n'arrivait jamais à concrétiser sur les erreurs de l'adversaire. Mais il y a des bons joueurs dans cette équipe. Il y a Becker, Fofana qui sont des très bons dynamiteurs. Je veux dire, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas là, en ce moment à l'Union Berlin? Et est-ce que tu crois, au vu de l'effort qu'ils y mettent et de l'engagement qu'ils y mettent, est-ce que tu penses que cette équipe-là va retrouver, on va dire, un juste milieu, c'est-à-dire retrouver un peu la voie du succès, être capable de mettre fin à cette crise-là qui la traverse, qui est un peu inattendue, j'avoue? Oui, mais en fait, il y a une déclaration très récente là, de Urs Fischer, l'entraîneur suisse, qui dit on nous a beaucoup enveloppé sur les dernières saisons, parce que le club, j'ai eu l'occasion de l'expliquer chez Eurosport, sur le site internet, je me souviens d'un long article où on avait essayé d'expliquer pourquoi l'Union Berlin était montée inexorablement en puissance vers le haut de la première division, alors qu'il vient évidemment de l'étage inférieur. Urs Fischer a dit récemment, on nous a enveloppé ces derniers temps de qualificatifs comme c'est insensé, c'est irréel, c'est dans le sens c'est extraordinaire cette aventure de l'Union Berlin. Et Urs Fischer a dit peut-être qu'on va revenir sur du réel aujourd'hui. Et le réel aujourd'hui, c'est que le club évidemment a besoin de digérer, a changé aussi beaucoup très récemment, l'été dernier, sa philosophie de recrutement, puisqu'on a fait venir quelques vieilles glorioles. Mais ça, c'était surtout pour être capable, je pense,
Oui, de bien d'affronter la Ligue négocier des les Champions. matchs en Ligue des Champions. Puis l'Union Berlin, je l'ai dit, ils ont perdu 2 matchs sur le fil à la dernière minute. Ça veut dire Tout que à fait. même contre une grosse cylindrée comme le Real Madrid, ils n'ont pas. Bon, c'est vrai que le Oui, Real c'était Madrid pas a mal. dominé outrageusement le match, mais je veux dire, ils ont su faire le dos rond. Et ils n'ont pas mal paru dans le match suivant aussi. Je veux dire, c'est pas comme si cette équipe-là montrait soudainement une médiocrité parce qu'ils ont mal Non, recruté. On dirait que c'est une somme de petits détails qui se retournent aussi contre eux. Mais j'aime bien, et peut-être que tu vas élaborer, la remarque que Urs Fischer a faite, c'est une forme de lucidité en quelque part. absolument, Et bien il sûr. fallait peut-être s'attendre à ce que ça retombe, mais pas au point de ne pas gagner pendant plus d'un mois non plus. Là. C'est pour ça que je me disais, est-ce qu'ils vont retrouver un certain équilibre, une certaine justice, même si moi, je ne m'attends pas à ce qu'ils reviennent en Ligue des Champions cette année. Ils vont peut-être avoir la Ligue Conférence l'année prochaine, ce qui ne sera pas une honte. Là. Oui, alors on a un parallèle avec Lens côté français où vous avez vu que le début de saison dans le nord de la France a Bon été point. compliqué. Bon point. L'entraîneur n'est pas remis en cause parce qu'on connaît, enfin n'est pas remis en cause pour l'instant, on connaît le football pro, mais Ben, c'est le euh, langage corporel des joueurs qui témoigne si l'entraîneur a perdu la mainmise ou pas, là, entre autres. oui, 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 oui. Après, il peut y avoir une usure dans le sens machine à laver du terme, hein. Il peut y avoir une usure. Non, mais il peut y avoir une usure que. Je veux dire que l'Union Berlin a surperformé, si vous voulez. C'est un peu ce que veut dire Urs Fischer, en expliquant que bah, c'est peut-être une équipe de milieu de tableau de première division à l'arrivée, si on redescend un peu de son nuage. Mais donc, je voulais dire simplement par le recrutement qu'ils ont changé un peu leur boussole, ils ont changé un peu leur étoile polaire, puisque l'Union Berlin n'avait pas de star, n'avait pas de vedette, très peu. Et là, on a fait venir quand même des joueurs. Alors, si, il y avait une Neven Subotic quand même, qui n'est pas une star, mais qui était quand même un défenseur reconnu en Bundesliga. Mais Bonucci, ça n'a rien à voir. Il a fait des bons matchs, il a fait des mauvais matchs. Il faut s'intégrer. C'est un championnat très différent de ce qu'il a connu. Bon, c'est un exemple. Et puis surtout, Mathieu aussi. Alors souvent, on balaye le truc en disant c'est des joueurs professionnels, ils s'entraînent tous les jours, ils ont l'habitude de la charge physique. D'accord, mais l'Union Berlin, c'était quand même jusqu'ici des rendez-vous réguliers le week-end où on se concentrait sur son match de Bundesliga. Aujourd'hui, il faut quand même consacrer de l'énergie pour bien figurer dans ce groupe monstrueux de Ligue des Champions dans lequel il se dépatouille. Donc ça, le fait de jouer, enfin ce qu'on appelle la double charge en Allemagne, le fait de jouer le mardi, mercredi et puis de rejouer le samedi, dimanche, Ouais. Mais c'est en même temps, nouveau. ils n'ont pas brûlé les étapes. Ils avaient déjà fait la Ligue Conférence, après ils ont fait la Oui, Ligue Europa. c'est Ils ont juste. quand même gravé les étapes petit à petit. Donc, ce mode, disons, de calendrier, ils ont C'est vrai. appris à le gérer quand même un peu. Oui, c'est vrai, tu as raison d'avoir un regard critique parce que c'est un peu étrange de les voir enchaîner des mauvais résultats. Mais après, je reste prudent vis-à-vis de ça. Je veux dire, il n'y a pas forcément un changement d'étage vers le bas à avoir à l'esprit pour la saison complète parce que Oui, puis j'embarque pas non plus dans la dictature des résultats. C'est pas parce que ça voilà. fait plus d'un mois qu'ils perdent, qu'ils sont, comme je le dis, qu'ils sont médiocres. Alors, je me demande comment on va faire pour les relancer. C'est peut-être dans la tête, éventuellement, que ça va revenir. Parce que là, on a l'impression que tout se retourne contre eux. Donc, c'est dans l'adversité qu'ils vont devoir se sortir de là, je pense. Oui, oui, mais ça, ils savent le faire, justement. C'est une équipe qui a toujours eu à se battre. Moi, je ne l'ai pas regardé intégralement toutes les fins de semaine sur la saison dernière, mais je me souviens de matchs où ils vont chercher des nuls alors que l'équipe adverse quand même surdomine. Alors évidemment, on n'est pas au football américain, on n'est pas au rugby à 15, on n'est pas Ah au ben, handball. ah ben Donc, là, c'est le retour d'équilibre peut-être. Il y a peut-être eu des matchs dans les années mais passées où voilà, il aurait peut-être mérité une défaite au lieu du match nul. Je suis d'accord, mais bon, voilà, enfin. voilà. Bon, mais aujourd'hui, j'ai pas d'explication supplémentaire. C'est-à-dire que il va falloir voir aussi comment on peut se redresser, si on peut. euh, parce que je vois pas une équipe d'Urs Fischer qui est un entraîneur généreux et exigeant. Je vois pas une équipe d'Urs Fischer lâcher un tableau pour se concentrer sur l'autre. Ça ressemble pas à cette mentalité. Ils vont se battre sur tous les matchs parce que d'autres pourraient J'ai dire, rarement bah, vu un match où les joueurs se battent pas. Et c'est pour ça que je pense oui, qu'il dure longtemps à la tête de cette équipe-là. Puis moi, j'ai d'autres exemples d'entraîneurs qui durent longtemps parce que la structure tourne autour d'eux. On pourrait même mentionner Christian Streich avec Fribourg, par ah exemple. oui, oui. Ça peut être cyclique, mais tu sens qu'il y a comme une continuité pareille dans la façon de livrer les performances.
La différence, c'est qu'au niveau des résultats, Fribourg n'est pas un mois, disons. C'est Oui, c'est plutôt vrai. exceptionnel. Un mois sans gagner, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est vrai, mais Fribourg a quelques souffrances aussi, malgré tout, cette saison. Là-dessus, je suis d'accord. Mais je pense qu'ils acceptent peut-être cette part-là. Peut-être ils sont arrivés à mieux la négocier. Je ne sais pas trop. Des fois, hein, c'est pour ça que je dis que je ne crois pas à la dictature des résultats non plus. Mais on a souligné largement la saison passée les qualités de recruteur, de manager du directeur sportif Rounert, qui est sollicité aussi par d'autres. Euh, Peut-être qu'il y a eu moins de nez. On fera la liste. Dans une prochaine émission, on fera la liste, on fera un truc chirurgical pour savoir les recrues, toutes les recrues, si elles sous-performent par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'elles. C'est peut-être encore un peu tôt. Moi, je trouve qu'il faut se donner encore quelques semaines. Mais Mais peut-être la que le saison est recrutement, encore longue, tu as raison. peut-être que le recrutement est moins, est moins cohérent par rapport à ce qu'on avait vu sur les précédentes saisons. C'est possible. Moi, je sous-estime pas ce point-là et on va garder l'œil dessus. Mais je suis d'accord avec toi quand même. C'est encore tôt. C'est juste que ça frappe l'imagination Ouais. de voir cette équipe-là plus d'un mois sans gagner. Là, peut-être que la pause internationale va avoir fait du bien. On va peut-être pouvoir se recentrer. Les prochains matchs, donc, vont être révélateurs de la suite des choses. Et peut-être que et c'est pas rare en Bundesliga, il y a des équipes qui connaissent une première moitié de saison, on va dire moyenne ou ordinaire, puis là, dans la deuxième moitié, tout à coup, ça casse tout sur leur passage. Hein. On a toujours l'exemple de Wolfsburg en tête, notamment en 2009. Ça, je pense que c'est peut-être le meilleur exemple. Donc, il ne faut pas trop non plus se fier à ça. Et puis, dernier petit point pour finir l'émission, Enrico Masson, congédié d'Augsbourg, c'est la première victime donc, parmi les entraîneurs qui tombent au combat, ça me donne l'occasion de parler un peu d'Augsbourg, parce qu'au départ, ma question, j'ai décidé de la changer étant donné ce qui est arrivé. Je voulais parler, j'avais envie de savoir quel entraîneur qui serait le premier à sauter, mais là, il y en a un qui a sauté, donc c'est déjà fait. Donc, on va attendre avant d'évoquer les futurs autres. Probablement qu'à la mi-saison, on en aura plus. Oui. Mais je voulais qu'on parle un peu d'Augsbourg, parce que c'est suite, entre autres, à une défaite contre le promu Darmstadt que la direction d'Augsbourg a décidé de se passer des services d'Enrico Masson. Donc, j'imagine que dans les matchs à 6 points pour les équipes de bas de tableau, on a jugé que Augsbourg déçoit en ce début de saison pour tenter de préserver encore une fois son maintien en première division. J'imagine que c'est ça qui motive la décision d'avoir congédié l'entraîneur, ou à moins que tu aies autre chose à nous dire là-dessus, David. Oui, mais c'est ça. Mais je suis un peu attristé parce que c'est un entraîneur. J'ai eu l'occasion de faire Il est encore jeune, hein, je pense, Oui, oui, très jeune. J'ai eu l'occasion justement, j'allais le dire, de faire un focus sur lui par rapport à pour- nous, jeune. aussi. Par rapport à la revue de l'After à Paris, on m'avait demandé quel est l'entraîneur qu'il faudra suivre dans le futur. Et j'avais opté pour Maassen parce que il a montré un potentiel très très fort avec les équipes de jeunes, notamment à Dortmund. Il a fait du très très bon travail. Et je me disais que Augsbourg, c'était une bonne écurie pour lui pour s'affirmer et pour essayer, là aussi, je parlais de surperformer avec l'Union Berlin et Urs Fischer, pour essayer de surperformer avec cette équipe-là. Ça n'a pas fonctionné parce que on n'a pas eu la patience suffisante, ou alors on a estimé, et c'est peut-être aussi une réalité, que les résultats suivaient une pente dangereuse. Si je prends l'équipe qui est programmé pour jouer à Heidenheim, qui sera un match important dans le bas de tableau le week-end prochain. On a quand même, je l'ai là sous les yeux, l'équipe prévue, on a quand même des joueurs qui sont sur la continuité de cette équipe d'Augsbourg. Le gardien d'Amen, Rouveleu Uduokai en défense, Recbekai au milieu de terrain, Demirovic. Il y a Niklas Dorsch qui s'est ajouté aussi euh, dans cet effectif-là sur lequel on fonde des espoirs peut-être un peu excessifs. Et Pas puis toi, parce que l'attaque, pour l'instant, j'ai le sentiment, dans le peu que j'ai vu oui, des oui, matchs, ou dans les faits saillants, que c'est pas mal Demirovic qui mène le bal absolument. en termes de leadership ou la voie à suivre à Augsbourg, alors que les autres, c'est plus incertain. Oui, et puis peut-être que l'attaque est trop tendre aussi sur le plan de la qualité. On va voir, on va voir. C'est assez inquiétant pour Augsbourg, pour lequel toi comme moi, nous avons quand même
un vrai intérêt parce que c'est une ville de grande culture, c'est une ville agréable, c'est une ville qui permet aussi de dire la Bavière. C'est pas seulement le Bayern ou C'est pas juste Nuremberg. Munich. Voilà, c'est ça. C'est aussi plus à l'ouest qui regarde aussi vers Stuttgart et vers le sud-ouest du pays. C'est intéressant sur le plan géographique, mais ça, c'est pas un argument suffisant Oui, mais on a sportivement. parlé de l'intérêt géographique de la Forêt-Noire au Fribourg-Joux aussi Ah oui, également. oui. Ça, l'Allemagne n'est pas que la Bavière, comme on dit. Il y a plein d'autres bons endroits, effectivement. Mais je suis un petit peu pessimiste parce que pour moi, Massen était vraiment un entraîneur intéressant qui pouvait apporter des idées, qui pouvait apporter un savoir-faire rafraîchissant encore. Bon, après, il y a des cycles, les entraîneurs, il faut que les joueurs suivent, etc. Je n'ai pas suivi au quotidien cet effectif. On va voir ce que ça peut donner en matière de rebond. Attention, voilà un match qui s'annonce, qui est encore une fois important avec ce déplacement à Heidenheim qui a, lui, par comparaison, un attaquant, Kleindienst. Bah tiens, on parlait tout à l'heure des attaquants, des bons attaquants de deuxième division. Voilà un attaquant, un bon soldat, un bon avant-centre qui, justement, lui, rend des services. C'est un petit jeu de mots avec Dienst qui veut dire service, mais. euh, non, OK. mais c'est. Il n'y a pas cet attaquant-là aujourd'hui à Augsbourg hein, et qui pourrait permettre de marquer quelques buts, de sauver quelques scénarios de match, d'aller chercher des points. Aujourd'hui, j'ai pas la sensation qu'il y ait ça et ça peut manquer. Après, on verra. Il y a eu des soubresauts quand même aussi, Mathieu, avec Stéphane Reuter qui a pris du recul, qui était un homme très important, l'ancien champion du monde 1990 dans cette équipe comme directeur sportif, comme manager, qui a pris du recul aussi. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a eu des désaccords entre les décideurs? Je pense que ce n'est pas une très bonne période pour Augsbourg. On attend un rebond et on va voir. Il faudra qu'on fasse un suivi, comme on dit, nous, par rapport à cette équipe, pour voir quels arguments elle peut présenter pour rebondir. Ça risque aussi d'être le cas pour des équipes comme Mayence et Cologne qui sont encore plus bas au classement. Oui, oui, oui. Stephen Baumgart, peut-être que lui, qui a pourtant montré des belles choses dans ses débuts d'entraîneur et en a longuement parlé même avant qu'on fasse le podcast. Oui. Là, la situation est plus difficile. Cologne n'a toujours pas de victoire. Les joueurs se battent, mais on a l'impression que là, la marche apparaît trop haute à chaque Il fois. manque de qualité globalement. C'est ça aussi la difficulté. C'est ça, là. Et Cologne, c'est quand même pas un petit club dans l'histoire du football allemand. Mayence, quoique Mayence, c'est toujours en deuxième moitié de saison que cette équipe-là nous ressort toujours ce joker. Enfin, on va voir. Mais en attendant, Heidenheim et Darmstadt sont en train de causer la surprise. Puis Bochum, dont on parle jamais, a l'impression de toujours se sortir du fond du trou. Ils ont été chercher un match nul contre Leipzig. On s'y attendait même pas. Des fois, il y Absolument. a des promus qui arrivent à nous surprendre. Petite leçon ici à donner à des équipes comme Schalke s'ils veulent revenir ou même l'Hertha Berlin. Oh, si jamais ils veulent revenir un jour. Ou Hambourg, tiens, puisqu'on. Récemment, j'ai fait un podcast exclusif, un spécial sur l'histoire. Et j'ai évoqué donc des noms de joueurs de la RFA lors de cette demi-finale en 1970 contre l'Italie, qui passait à l'histoire comme le match du siècle. Et il y avait, entre autres, un certain Joey Seeler qui a été une grande gloire avec Hambourg. Et, qui a marqué pas loin de 500 buts avec cette équipe et qui a été il était le capitaine à l'époque, hein, avant le Kaiser lui-même. C'était un leader dans cette équipe allemande de l'époque. Comme quoi, effectivement, hein, une autre époque, Hambourg a déjà été Ah une oui. équipe assez glorieuse, contrairement à celle qu'on a évoquée, toi et moi, là, quand on a commencé. En tout cas, l'actualité va se poursuivre. On va s'en reparler certainement dans un mois. Et sans doute aussi de voir peut-être l'évolution avec Nagelsmann de l'équipe nationale aussi. Ça va être très intéressant au fil du temps de suivre son évolution à travers les matchs amicaux que la Mannschaft va disputer au futur. Merci infiniment, encore une fois, David, pour ton apport. Ça a été encore une fois très intéressant, très excitant même, surtout avec toute l'actualité qui s'est passée, parce que ça ne s'arrête jamais, hein, le monde du foot, même en dehors de l'Allemagne, mais en Allemagne aussi, il y en a quand même pas mal à se mettre sous la dent. Oui, et puis les trêves, ce qu'on appelle les trêves internationales, c'est pas mal parce que ça nous donne un peu de recul par rapport au championnat. Ça permet de voir un peu où on en est, les forces en présence, parce on est souvent dans le commentaire en direct, dans des choses très. D'ailleurs, c'est une critique que je fais, tous médias confondus, hein, et tout domaine confondu. C'est l'intérêt de notre podcast à nous d'essayer de voir des perspectives. Mais les trêves, ça sert aussi à ça pour nous. Et là, on va reprendre le championnat avec appétit. D'ailleurs, dès vendredi soir, pour ceux qui nous écoutent juste après diffusion du podcast, dès vendredi soir, il y a un match intéressant.
Et puis voilà, tu as raison, Mathieu, de rappeler qu'il y a des places fortes dans ce football allemand. Cologne, Mayence, Augsbourg, Schalke aussi, dont on parle souvent en deuxième division dans les médias en Allemagne, qui veut rebondir, mais qui n'y arrive pas forcément. Hambourg, le Werder Brême, on en reparlera aussi forcément à un moment. Euh, Plein de choses à dire en plus de la locomotive bavaroise. Oui, puis il y a des équipes qu'on n'a pas parlé dans cette émission, mais qu'on risque peut-être de parler dans les prochaines émissions, dépendamment de l'évolution de la situation. Comme j'avais parlé de l'exemple de Fener, mais on pourrait aussi Tout évoquer à fait. Wolfsburg, par exemple, Wolfsburg. Ouais. moi, me surprend encore. Comme si Niko Kovac, qu'on a décrié comme entraîneur, avait finalement montre certaines qualités. Enfin, on va voir comment la tendance va se présenter dans un mois. Mais encore une fois, je retiens la leçon du Kaiser en cette fin d'émission, savoir prendre du recul. Et on va continuer de le faire pour notre prochaine émission. En tout cas, merci infiniment, David, et on se retrouve dans à peu près un mois. Et je vous rappelle que le podcast et la balado sont disponibles sur YouTube, mais également sur de nombreuses plateformes diffusées par le Cannes Football Club Plus. Vous n'avez qu'à vous abonner et vous allez le trouver sur Spotify, Deezer, Google Art Radio, Podcast Addict, Spreaker. Bref, plusieurs moyens de diffusion pour écouter la balado ou le podcast. On se retrouve donc d'ici à peu près un mois pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ici Mathieu Lemay et au nom de David Lortolari, on vous dit au revoir et à la prochaine. Merci.